les bras. Tare kumasati baba. I cannot move from here and I will be requiring assistance. Water is entering in the hut. C'est une catastrophe. Et en plus, à l'aquaculture, là, un peu plus loin dans la baie de Maïbo, il y a des parcs d'aquaculture, que ça va être terrible, ça va être épouvantable. Oh yo, comment il arrive jusqu'à là? Comment j'ai fait l'eau là, non? Non, n'est pas beau égal ta beauté. Pour moi, t'es une vraie merveille. Ce 25 juillet 2020, cette partie du Sud-Est allait vivre un des moments le plus sombres de son histoire. L'échouage du MV Wakashio sur les récifs de Maurice. Ce vraquier japonais battant pavillon panaméen, 300 mètres de long, 50 mètres de large, un colosse des mers. Il faisait route vers le Brésil en sortant du port de Singapour, sans savoir que cela allait être son dernier voyage, qu'il allait finir en 2 morceaux, une partie au fond de l'océan, l'autre démantelée à moitié, vidée de son armature qui jadis faisait sa fierté. Stupeur, colère et inquiétude dès cet instant. Après Covid-19, Wakashio, c'était le nom le plus prononcé à Maurice. Un naufrage qui allait mettre en lumière nos limites en termes de sécurité maritime et la gestion d'une catastrophe écologique de cette envergure. Devant ce triste spectacle, une solidarité des Mauriciens qui donnera lieu à un réveil citoyen dans les rues. Un an après, on s'interroge encore sur ce qui s'est réellement passé. Les travaux de la Court of Investigation ne sont pas finis. Qu'a-t-on tiré comme leçon? Sommes-nous mieux préparés? Nous avons retrouvé ceux qui étaient en première ligne du naufrage du Wakashio. Bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Luc Émile. Merci de nous accueillir ici, dans cet endroit qui est magnifique. Bien venteux ce matin. Il y a 1 an, vous êtes parmi ceux qui ont découvert donc ce mastodonte qui est dans les eaux de Pointe-Desny. Un bateau qui est là sans que personne n'ait vu ce bateau arriver la nuit. Tout à fait. En fait, il est arrivé, il devait être 7h30, 8h moins le quart. Moi, c'est mon fils qui était arrivé à Noir qui m'envoie une photo avec des lumières à l'horizon. Je dis waouh, chouette, c'est sûrement un ovni. Et moi qui adore les UFO, je dis je vais venir regarder. Et je m'amène ici, effectivement, et c'est là que je me rends compte que c'est un bateau. Il était exactement 8h moins quart quand j'ai pris la première photo du Wakashio sur les récifs de Pointe-Desny. Vous vous dites quoi à ce moment-là, hein? Je me dis qu'est-ce qu'il fait là? Et puis il y avait plein de gens qui étaient sur la plage. Je me demandais comment ce bateau-là était arrivé là. À ce stade, il faisait nuit, donc on ne sait rien. On n'a aucune hypothèse, allons dire. Anodin, un bateau qui s'échoue sur les côtes mauriciennes. Voilà, tout simplement. Sans imaginer ce qui allait être la suite de cette histoire. Ah ouais, une malheureuse suite, très triste d'ailleurs. Alors le lendemain, vous commencez à prendre des photos, vous Absolument. mitraillez ce qu'on appelle le Wakashio. Donc vous savez déjà le nom à ce moment-là? Oui, depuis le soir, le nom du Wakashio était sorti, même le tonnage, la longueur du bateau, 300 mètres, je ne sais plus combien, 100 000 tonnes qu'il faisait à peu près, je crois. Et donc, à partir du 26 au matin, je fais plein
plein de photos tous les jours avec un reportage que je poste sur Facebook. La mer n'était pas très démontée jusqu'au 6 août, justement où le bateau commence à perdre de l'huile. La mer était suffisamment calme à l'extérieur en tout cas pour pouvoir retirer le bateau de là où il était, le tracté des récifs parce qu'il n'était pas trop encastré malgré tout, avec une marée assez haute, un coefficient 54-55 et un bon tug ou 2 tugs, on aurait pu avoir tiré le bateau de là sans problème. Vous pensez-vous qu'on aurait pu remorquer le bateau? On aurait définitivement pu retirer le bateau. À mon avis, je suis qu'en dilettante, mais je pense que ça aurait pu être fait, oui, effectivement. Comme Cyril Desmarais, ils sont nombreux à s'empresser pour venir voir le mastodonte à la première lueur du jour. Le choc passé, ils se sont rendus compte rapidement que le danger était réel. Les pêcheurs ont été les premiers sur le pied d'alerte. Certains depuis la plage guettaient au loin, d'autres voulaient avoir le cœur net et se sont aventurés vers les récifs à la rencontre de celui qui allait mettre en péril leur gagne-pain. Sorti la case, 5h30, on commence à faire moitié la pêche. Tirer 5 petits les temps pour faire noir. Et un coup de 5h30 par là, dans ma Juliette. Et là, dans mon paquet qui était, pour aller de ça l'île là, côté la mer en dedans, l'île Marianne, c'est ça. Elle a moitié vis-à-vis avec lui. Alors, on trouve la lumière et puis allumée. Je pensais qu'il y a du monde dans l'île. Mais ça a fini. On finit apprécier ça, mais tout ça pas normal. La lumière là peut coster peut venir même. La mer est bien démontée et de l'eau est bien sale partout. Mais à mesure la lumière là peut coster. Là moi trouve pas normal, il peut serrer peut venir même. On peut la pêche toujours, on peut guetter toujours parce que mon temps guetter. Attention, un bateau peut venir dans votre direction, quand taper. Il passe derrière fort, peut plus serrer même. On continue, puis après chez lui-même. Et il peut serrer, il passe derrière lui, la passe. Moi je dis qu'il faut aller pour monter. Puis après chez lui-même. Avant qu'il y ait un code secret là, mon toulik m'a dit qu'il a arrêté un coup. Il a arrêté, sur un aliment comme ça aliment. Ensuite, il reste pour en coin de Tigine. Là, dans les aller et il finit monter au prison. On réussit, reprend toute activité, on peut capable pour tout par la pêche. Et peut capable à la pêche, mais ça m'a la mer là m'a déjà changé depuis ça bateau là une case au récif. M'a dit dès lui là une gâte nous la mer. La crainte d'un déversement d'huile lourde à tout moment hante les esprits. Le navire contient alors 3894 tonnes métriques de combustible à faible teneur en soufre, 207 tonnes métriques de diesel et 90 tonnes métriques de lubrifiant. Les experts en marée noire s'inquiètent, c'est la première fois qu'ils ont affaire à ce type de carburant qui risque de se répandre dans la baie. Le Director of Shipping du ministère de l'économie océanique, Alain Donat, d'un revers de main, balaie les risques que le fuel pourrait se retrouver dans la mer. Car le navire, dit-il, était coincé sur les récifs, il ne peut pas couler. Le ministre de l'Environnement, Kabir Amano, le ministre de l'économie océanique, Sudhir Madhu, tous deux donnent l'assurance que la situation était sous contrôle. Le National Oil Spill Contingency Plan est activé. Valeur du jour, on est capable de dire qu'il n'y a aucune trace de oil spilling. Mais quand même, nous pouvons suivre la situation de très près. Normalement, nous prenons toute une technique pour enlever ce bateau-là depuis ici. C'est qu'il y a un agreement qui besoin de salvage agreement, comme on appelle. Et de là, pour besoin d'un étranger qui peut venir pour faire tout le nécessaire pour tirer ce bateau-là. Et bon, là, nous dans une période Covid, il y a un protocole à suivre. Les temps qu'il faut prendre, il faut prendre. Mais la suite, on la connaît. Le Wakashio bouge, de l'eau dans sa cale, il s'enfonce davantage. Le 6 août, un des réservoirs du Wakashio se fissure et une incroyable marée noire se dessine sur l'eau turquoise. Et cette cale contenait plus de 1000 mètres cubes d'huile lourde.
Plus de 30 km de côte sont touchés, de Pointe-d'Esny à Bois des Amourettes, en passant par Maillebourg, Rivière des Créoles, Ferney et Grand-Port. Des manœuvres ont lieu pour stabiliser le Wakashio. Trop tard, pêcheurs et plaisanciers constatent que le mal est fait. Leur lagon est souillé. C'est un disque au mort. Mon coin a cagé là-bas. Et ça va tuer marée fatiguement tout. Nous, la mer, une collier, nous pas connaître jusqu'à quand qui ça faut aller. Jusqu'à quand qui nous capable de vivre par nos propres moyens. Les plus qui corona, mais pour faire ça retourner à la normale. Avec beaucoup de temps. C'est la côte Grand-Port, elle est net. Et nous passons, nous pas comment nous passons, nous comment nous passons ici. Nous passons par la moyenne 4 ans, 5 ans, quand nous finissons les deuxièmes. La réponse française, elle est à l'image de la relation qu'on a entre Maurice et la Réunion et la France. Elle a été précise, rapide et efficace. Les premiers jours sont toujours les plus importants. Et moi, j'ai souvenir d'avoir un appel du ministre de l'Environnement qui, justement, demandait un avis. Et il se trouvait qu'on était juste à côté de la cellule de crise à Pointe-d'Esny. Et c'est là qu'en venant sur cette cellule de crise, on découvre avec effroi le début de l'écoulement du pétrole dans la mer. Et alors là, il n'y a pas vraiment beaucoup à décider. On avait déjà, à La Réunion, sous l'égide du préfet, créé une cellule de crise. Donc ça veut dire que toute la catastrophe était déjà suivie à La Réunion par une cellule de crise. Le préfet a décidé d'agir. Et dans les 12 heures qui ont suivi, la France, à travers La Réunion, a envoyé immédiatement un CASA avec du matériel pour répondre aux besoins d'urgence. Les experts de l'ONU entreront en jeu dès ce moment. L'État fera appel à l'aide internationale. Une demande assez tardive car sur le terrain, la catastrophe est déjà bien réelle. À Rivière des Créoles, une nappe d'hydrocarbures a déjà atteint les côtes. La vapeur irrite les yeux, les écoles closes, la vie s'est arrêtée. Le conseiller au bureau des Nations Unies à Port-Louis va alors coordonner les opérations. Le Japon, l'Inde étaient tout de suite aussi sur pied. La France avait proposé son aide dès le début. Et ils étaient, dès le vendredi, samedi, ils avaient déjà du matériel et des équipes sur place. Alors, en fait, nous avons été appelés le jour où ça a commencé à couler. C'est sûr qu'on aurait pu faire ça quelques jours plus tôt. Blocage des vols internationaux, ça a pris quelques jours pour qu'on les amène tous à Nairobi. Et de là, on a affrété un avion spécial qui est arrivé ici. C'est-à-dire que ça a pris 3 heures pour avoir une équipe prête. Après, les faire venir très rapidement, avant même que les experts des Nations Unies arrivent. D'abord, ils ont commencé à travailler en ligne dès qu'on les a appelés. Le lendemain matin, on avait en ligne Matthew Somerville et les autres qui nous disaient voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut préparer, ce qu'il faut ne pas faire. On avait aussi, ça c'est le côté des Nations Unies, mais la France. Un an après, le plan de contingence qui doit élaborer les dispositions adéquates qui doivent être prises en anticipation à une catastrophe écologique est toujours en préparation. Aujourd'hui, il y a un comité de coordination, de suivi qui peut faire pour capable d'anticiper tout ça aspect de innocent passage, tout ça aspect qui concerne le bateau parce que par rapport avec la position géographique de Maurice lit un passage extrêmement fréquenté. C'est un défi qui toute la région est capable de faire face. C'est la région qui fait, quand nous venons de l'avant avec sa programme de NOSCP là, nous pouvons faire en concertation avec toutes les îles de l'océan Indien. Nous pouvons revoir le National Oil Spill Contingency Plan, que nous pouvons dire là-dedans, qui chaque 5 ans, c'est un plan qui est capable de revoir, qui est capable d'adapter lui-même avec son environnement changeant du monde maritime. Le plan en lui-même, ce squelette là, et nous, il fait ce test sur épreuve dans plusieurs accidents que nous avons gagnés. Qui nous peut faire en ce moment? Nous peut faire une revue avec l'assistance que nous avons gagnée avec le bureau du PNUD, le NDP Maurice. Nous avons un expert que nous pouvons revoir la forme du rapport, faire devenir un peu plus pratique, plus léger, plus direct. Et aussi, nous pouvons apporter un nouveau élément. Nouveau élément veut dire comment nous gérons, par exemple, les groupes volontaires. Comment nous gérons certains des autres aspects, par exemple, quel protocole nous mettons en place.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur le vraquier ce soir-là? La cause officielle de l'accident est que le capitaine aurait perdu le contrôle du navire. Mais les versions varient. Les membres de l'équipage du Wakashio sont appelés à s'expliquer. No problem. They treat us very good, no problem. Same the one, myself for those one escorted me, is the one helping me that myself for also. The captain is okay? Oh, I can ask because captain is they are different. They are in still quarantine. Quarantine, not coming now. He's okay, but he's okay. He's okay, it's okay. Le capitaine du Wakashio, Sunil Kumar Nandeshwar, et son second, Janendra Tilakratna, sont arrêtés et répondent d'une accusation provisoire de mise en danger de la navigation. Ils ne sont pas les seuls sur la sellette. L'activiste Bruno Lorette, expert en sécurité maritime et membre de l'Union citoyen, entame une private prosecution contre les ministres Kavi Ramano et Sudhir Modou. L'affaire est entendue devant le tribunal de Maïbourg. Nous sommes le 21 août. Bruno Lorette parle, lui, d'un naufrage orchestré de toutes pièces. C'est ce qui le pousse à aller déposer devant la cour d'investigation. Moi, l'état de faire ça, je commence à aller l'itinéraire à Wakashio. Je commence à rôder. En même temps, je trouve dans l'état de faire ce balayage satellitaire qui est dans les autres protagonistes qui sont à côté. Donc, il veut dire qu'après, il y a Stanford Hawk qui nous connaît une sortie depuis Namibi, nous connaît VB Cortier qui est dans les environs. Mais ce qui est plus étonnant là-dedans, comme on fait abandonner satellitaire, on a trouvé que depuis le 20 juillet, que Wakashio sont en direction une pointe de la côte Pointe Disney. Moi, je n'ai aucun doute dans la tête de ce qui est passé. Pour moi, c'est une voluntary wrecking. Mais quand nous guettons aussi, bon, il y a certains gens qui peuvent justifier l'injustifiable. De Maïbourg à la baie de Pointe-Desny, une mobilisation citoyenne, jour et nuit. Des anonymes participent au nettoyage. Des sociétés du privé se mêlent à cet élan pour confectionner les booms. Tous craignent des dégâts irréversibles. Il y a beaucoup de monde dans les réseaux sociaux, ils téléphonent nous ici, ils demandent qui peut faire, comment capable faire quelque chose, comment capable faire pour sauver nos lagons, tout ça là. Et là, nous disons s'il y a quelque chose pour faire, c'est à ce là que nous besoin d'agir. Donc du coup, vers 10h du soir là, nous téléphonons un contact qui n'a qu'un carré, nous faisons la liste des affaires que nous besoin. Et je me rappelle, c'était qu'un carré, les PEP à Moka. Nous allons là-bas, nous faisons ouvrir qu'un carré 10h du soir, nous prenons tout ce qui est besoin. Et que là, nous avons organisé, nous avons deux équipes. Donc nous avons à peu près une dizaine de camarades depuis Résistance Alternative. Une partie, tu as le road de la Païkan, 10h, 11h du soir, on a le road de la Païkan dans le terrain Cannes. Et là, une partie, on a le waterfront avec un matériel, solon, aiguilles, tout ça là. Et une road place qui est plus appropriée. Et quand nous finissons faire premier, c'était à peu près 2h du matin. Qu'il est là, l'équipe dans sa déloue glace est là, et mettre premier bouée qui nous tient faire, et qu'à nos grandes surprises, les petits flotter, ça c'est un principe qui est important, il faut des bouées là, les flotter pour continuer de l'eau, parce que des là, il vient l'eau de l'eau, et que les petits aussi, les parties empêchent de l'huile passer, les petits aussi absorbent de l'huile. Ce qui, Mauricien a un attachement profond avec la mer, avec le lagon. Nous finissons par dire que finalement, la mer, elle donne nous l'ADN, nous, en tant que Mauriciens. Souvent, nous posons la question qui est l'identité mauricienne, mais je crois que la mer, elle forme partie de l'identité-là. Les grands contingents du monde qui nous font gagner le waterfront, c'était le week-end qui suivent le 6. Et nous trouvons du monde venir pleurer. Pleurer, comment dire, quand je peux constater ça, avec la charge émotionnelle pendant tout, à nous dire, bonne activité bouée, fabrication bouée, de façon intensive, ligne déroulée à peu près pendant 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines-là, la charge émotionnelle était immense. Parce que c'est une blessure qui nous fait à la mer, c'est une blessure qui nous fait à nous, les Mauriciens. Et que là, les gens ont besoin d'un exutoire. Et que ça l'exercice-là est un exutoire. Parce que les gens ont l'occasion, d'une façon solidaire, ensemble, comment dire, faire quelque chose de constructif pour aider à sauver nos lagons. Et je crois que l'épisode-là montre nous qu'il y a une conscience écologique qui existait dans ce pays-là, mais nous avons donné l'occasion pour l'émerger, pour l'exprimer. Je dis qu'on va le cause avec les gens dans Maïbourg, je dis que je me sens complètement abandonné. Il ne faut pas oublier que
nous tous, dans Maurice, nous ne passons pas confinement, nous ne passons pas Covid, mais Maïbo, il ne passe pas Wakashio, il aussi passe pas une grande inondation qui finit dans sa région-là. Donc, Bandimoun a 2-3 fois plus atterré que les restes partis Maurice. Donc, la déprime sociale est extrêmement grande à Maïbo. Nous avons beaucoup Bandimoun qui ont un commerce qui peut faire un commerce parce qu'ils ne sont pas capables de travailler. Mais après, on a la grande question aussi, nous avons beaucoup d'habitants de la région qui disent eux-mêmes, ils payent pour consommer des produits qui viennent depuis la mer. Un réveil des Mauriciens devant l'ampleur de la pollution, mais surtout après cette déclaration du Premier ministre. Mais, vous êtes capable de dire moi, quand mon fauté, vous pouvez dire moi présenter excuse. Mais dis-moi quand mon fauté. Pour le gouvernement, le gouvernement a toujours fait retard dans l'intervention du gouvernement. Non, dis-moi, non, vous posez-moi une question, après vous venez loin de question. Vous dis-moi, mon présente excuse à la population. Dis-moi quand mon fauté pour me présenter excuse. La marche citoyenne dans la capitale sera le point culminant de cette colère des Mauriciens. Non, la masse, quand nous regardons bien, qui n'arrive à partir du 29, à partir du 25, on prend le 26-27, nous trouvons que les citoyens, ils prennent destin pays-là, on même pousse au pays-là qu'on a une catastrophe écologique. Donc, si nous partons dans les citoyens aujourd'hui, pour un plus grand ampleur, quand nous regardons ces citoyens qui plongent, premier, par une place de bouée artisanale, citoyens qui n'ont donc à Rocan, dans la paille pour faire une bouée, mais qui tirent l'État. Mais avec tout ça, un mouvement qui est venu là, et ça nous fait dans moins d'une semaine. Et en même temps, nous avons un réseau qui travaille sur le terrain. On met tout le monde en réseau et en activité. Et en même temps, on a un réseau là. Je suis dans un réseau, donc c'est ce qui fait un petit peu ça succès, ça grand succès, ça la marche là. Parce qu'il tient un combat pour national, un combat pour tout le monde. La Court of Investigation démarre ses travaux en janvier dernier. Un défilé de protagonistes devant le juge Abdourafik Ahmed qui préside les travaux. Les marins se contredisent, le capitaine rejette les torts sur son second. De concret, il sortira qu'il y avait un anniversaire, que le navire était en pilotage automatique. Le capitaine et ses matelots avaient consommé de l'alcool, contrairement au règlement de la compagnie maritime. 24 canettes de bière, 2 bouteilles de whisky. Sunil Kumar Nandeshwar avouera qu'il avait autorisé la fête pour que ces hommes puissent se rebooster et le plan initial du trajet changé pour capter un réseau Wi-Fi afin qu'ils puissent contacter leurs proches. Cette révélation du cadet Marc Martinez va choquer tout le monde. Il n'y avait personne pour assurer les fonctions de vigie au moment du naufrage du MV Wakashio sur le récif de Pointe-Desny. Les gardes-côtes qui ont refusé de nous accorder un entretien se sont entremêlés les pinceaux sur les appels radio lors des auditions. Pendant ce temps, à Pointe-Desny, Blue Bay et Maïbourg, la vie tourne au ralenti. Les restes du Wakashio semblent faire partie du paysage. Pourtant, sur cette côte, il faut apprendre à vivre avec. Les opérateurs du secteur du tourisme, skippers et plaisanciers, ont l'impression d'avancer à l'aveuglette. Un an après, ils ont le sentiment d'avoir été oubliés et n'auraient pas reçu de compensation. La différence, pour moi, personnellement, qui nous tourne la mer, est lourde. Je ne sais pas où aller, où utiliser, où non, il me trouve la mer même. Parce que nous, nous sommes Niger qui, quand on emmène un bateau ici, nous sommes en bas de l'eau. Même à 100 mètres de distance, nous trouvons en bas de l'eau. Et si vous guettez, nous avons un corail qui vient blanc. Parce que nous sommes un corail qui s'est réchauffé en 2000-2003, réchauffement climatique, nous avons un canicule en France, tout ça là. Qui nous ressentons ça en bas de la mer, qui vraiment même un corail qui est malade. Ça, nous trouvons même dans le parc marin aussi, dans ce corail là. Mais c'est mon saban corail qui nous trouve, qui est à côté de Wakashio, qui nous crase récif, côté un pêcher, à la pêche, mais cagé là, qui à ce là, je ne sais pas pourquoi là-bas. Pour un client, demande-moi, rapport de l'eau. Nous rapport de l'eau. Combien de clients comme ça finissent des manos avant? Plusieurs. Et moi, je travaille avec pas mal d'argent. Moi, je suis un petit mois, il y a une obligation. Et qui m'a besoin d'un rapport de l'eau. Qui n'est pas capable de
Au fait, nous sommes le plus beau lagon de l'île, sans flatter. Mais qui, ou pas quand du monde vient là, et qui un client vient là, qui n'est pas pour faire de l'eau, il n'est pas pour prendre dans de l'eau, il n'est pas pour nager, il n'est pas pour faire un snorkeling. Ce que l'État peut dire et ce qui nous connaît. Parce que nous vivons là-dedans tous les jours, nous. Il va pas embêter nous, il va pas dire nous, ça c'est comme ça, quand nous connaissons qui ça va comme ça. Moi, je travaille tous les jours. Pour me caler, tous les jours, pour me payer ma télévision, payer la lumière, mon ration. Puis je vais à la côte du monde, puis je vais 4% dans le week-end. Pour gagner l'argent, pour vivre. Certains disent être dans l'incapacité de reprendre leurs activités sans un rapport d'évaluation de la qualité de l'eau de mer. D'autres ont dû se résigner à chercher un autre métier. L'eau, la faune et la flore marine ne sont plus synonymes de revenus pour ces professionnels du tourisme. Et là, je me pensais, de l'huile là, il finit ramasser. En vrai, déjà, quand marée baissée, de l'huile là, il descend dans du sable en bas. La marée montée, de l'huile là, il est toujours dans du sable là. Et du moment marée baissée, encore au gras du sable là, de l'huile là montée. Et nous faisons l'expérience ça dans Vieux Grand Port, nous trouvons. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Et donc là, supposé. En fait, un incident arrivé. Pas dire non. Pour accident arrivé, on a caché un vin. Et son compagnon supposé des dommages. Nous, déjà, nous payons un frais, etc. Et nous souhaitons les payer, nous ça. Parce que nous ne pouvons pas faire la pêche. Comment nous pouvons faire? Tout le monde est endetté. Nous pouvons dire, oh, on a du monde dans ces poissons. Un nouvel poisson là, à ces poissons cordonniers. Un grand poisson là, un grand poisson avec ce bagage se déroule dans ce ventre. Et du monde dans mon endroit. Quand tu l'as une fois? On a fait un carré, 3 mois de cela. 3 mois, tu as encore gagné. Les poissons, même, on sait, c'est pas quand une poisson mange, mais c'est mort. Il y a ces poissons dans l'endroit même. Les cordonniers, c'est des cordonniers. Les fans de poissons, il y a un bagage avec de l'huile dans le ventre poisson. Là, je ne dis pas de manger, ils ne pas de manger. Ils préfèrent zéter. Donc, tout ça, de bagasso, encore non. À cette vie, on a fait ça. On va continuer à tirer au rythme là. Si on a fait ça là-bas, que le bagasso, nous ne pouvons pas connaître. Parfois, au rythme là, nous ne pouvons pas prendre au rythme, mais moi, pour prendre. Quand au rythme aller, nous ne pouvons pas donner du monde pour manger. Pas de malade. C'est moi, les jeunes nous racontent une misère qui nous ne sommes pas capables de voir. Nous ne sommes pas capables de débuter ensemble. Là, plus l'essence est montée, un pêcheur aller là dans l'hiver là. Pour essayer de gagner 2 livres, 3 livres poissons. De gagner 2 livres, 3 livres poissons, on n'a pas gagné rien. Wakacho, il bouleverse la vie. Vous comprenez, parce que nous tous les deux, les faits qui nous dans la mer, nous travaillons dans la mer, à cause de ça, comment dire, nous ne pouvons pas faire rien. Et surtout, que moi, je paye la case, je fais gagner la case en ASDC, qui ne va pas payer pendant tout ce temps. Or, on est tout du monde pareil, et dans du monde paye le cachot. Et dans du monde, on fait gagner un ASDC, je pense que je ne vais pas payer du tout. Les faits qui ne vont pas payer tout ça. Nous payons la poisson pour travail. Et c'est l'endroit qui est renommé Maïbou, c'est grâce à la poisson du monde qui est Maïbou. Tout le monde, tout l'endroit venu, tout coin, on a ces poissons dans Maïbou, parce que nous poissons, c'est le meilleur poisson pour manger. Il y en a qui ne sont pas venus, on sent à cause d'un problème de vocation de l'huile là-bas, mais là, je ne sais pas pour manger poisson qu'on sait. Des familles ont du mal, 1 an après, à reprendre leur vie, les revenus ont diminué et les projets sont à l'arrêt. Nous avons commencé les démarches parce que nous avons vu que le Presqu'île a mis un tender et il était à la recherche d'un nouveau propriétaire de centre de plongée. Dès qu'on a vu ça, c'était la joie, on s'est dit c'est ce qu'on veut au fait. Et voilà, on a commencé les démarches. Je ne savais pas que ça prenait 1 an pour faire toute la paperasserie, pour ouvrir un business à Maurice. Ça nous a pris toute l'année de 2019. Les investissements, croyez-moi, ça coûte. L'ouverture d'un centre de plongée, ça coûte. Entre le bateau, le compresseur, les équipements, les gilets, les régulateurs. Et nous avons investi dans les meilleures marques de scuba diving equipment, well known. Davina Bollock a laissé ses 15 années de service dans l'hôtellerie
pour se lancer à son propre compte. Idem pour son mari Christophe. Ils ont investi toutes leurs économies dans un projet qui leur tenait à cœur, un centre de plongée. Le bateau est là, les équipements achetés. Hélas, le centre est resté fermé depuis une année. D'abord le confinement, puis le Wakashio. Mars 2020, que nous avons l'autorisation, tous les documents en main pour faire le grand opening. Voilà. Et on ne s'attendait pas que quelques semaines après, on allait affronter cette pandémie mondiale qui est le Covid-19. On s'est dit, ok, ça va, ça rouvre, mais non. Du coup, en juillet, deuxième coup de massue, on se retrouve avec le Wakashio. Ça, c'était difficile. Hein? On ne s'attendait pas à ça. C'était difficile. Chez les Boulocs à Maïbourg, la vie semble s'être arrêtée. Les équipements de plongée sont restés suspendus depuis une année. Un investissement de plus d'1 million de roupies et aucun retour financier à ce jour. Depuis décembre, Christophe même a dû se reconvertir. Il est dans la construction avec son beau-frère. C'est juste par rapport au moral et finances. On n'a pas le choix. Nous avons 2 enfants. Nous avons la maison à faire rouler à la fin du mois. Moralement, ça nous rend malade de fait. C'est le stress qui s'accumule de ne pas savoir à la fin du mois comment est-ce qu'on fait. Un an de fermeture, c'est... Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer un an fermé sans revenu. On n'a pas de salaire, on n'a rien. Je dis merci à maman, merci à belle-maman. On passe nos déjeuners, nos dîners chez belle-maman et maman en ce moment. J'attends de retourner dans mon centre de plongée, de refaire découvrir les merveilles de Maurice et voilà. Une réalité que vit une autre femme, chef d'entreprise du Sud. Triste constat au quotidien, plage vide, les clients ont abandonné cette partie de l'île depuis le Wakashio. Les dettes s'accumulent. Et Wakashio, pour moi, c'est la disparition des plaisanciers. Parce que Covid, c'est vrai, nous prenons un coup avec Covid, mais Wakashio, c'était coup fatal. C'était vraiment l'arrêt total de nos bonnes activités et c'est toujours le cas jusqu'à présent. Du moins, encore une appréhension par rapport à nos lagons. Le souvenir est bien trop douloureux. Ces dauphins morts, d'autres englués dans de l'huile. Les analyses du FSL ont révélé que des traces d'hydrocarbures ont été retrouvées dans l'organisme de 9 des 11 échantillons de mammifères examinés. Un an après, l'épave est toujours là, devant leurs yeux et dans leur vie. Les pêcheurs ont repris la mer, les journées sont longues, mais pas toujours fructueuses comme avant. Pas non rien même moi et mon papa dit mon papa cause mon petit ça ou capable de dire n'importe qui dit mon vers l'école. Bah natija comme ça si du monde pour gagner casse si vous besoin gagner avant. Mais moi je vais mettre mon casier à piller. Mais beaucoup de monde connaît moi beaucoup. Mais 55 ans pas ici ça dans de l'eau. Et mon père a un bateau, mon père a un pirogue, non rien moi. À piller, moi je vais mettre mon casier d'eau. Non rien mon pas rien. Et mon père me démange tout, mon téléphone tout, banade moi veut pas quoi rigoler. Mais pas connaître acheter quoi pour gagner. Pas connaître acheter quoi pour gagner ou ça non. Ouais. C'est moi beaucoup patient, besoin d'enfants pour gagner. Donc, c'est dans beau. Mais depuis que nous gagnons ça à Wakashio là,
Mais tout le monde tombe dans la mer. Période sur bétail, période sur huîtres, période sur mangois, période sur crabe. Mais depuis ça, des loups là, comment ils tombent, fini net, ils brûlent tout. Tout brûlé, bizarrement dans le fond. Là, la partie à ça. Au point culminant du déversement de fioul, tous se demandaient où s'arrêtera la pollution. La première victime aura été l'île aux aigrettes. Les courants dans cette baie du sud-est ont porté les nappes d'hydrocarbures vers les bases calcaires coralliens de l'île. Cette petite île de 27 hectares, située dans la baie de Maïbourg, abrite de nombreuses espèces protégées et rares, dont la tortue géante d'Aldabra, le pigeon rose, l'oiseau à lunettes ou le cardinal de Maurice. Un véritable sanctuaire qui doit être évacué de ses stars et de ses scientifiques. Malgré qu'on ne voit pas l'effet d'aujourd'hui ou même les traces d'huile, peut-être avec le long terme, on pourra voir les dégâts du Wakashio dans l'écosystème ou même pour la santé des personnes qui habitent tout près de l'île ici. Voilà, ils ont respiré la vapeur pendant des semaines et des semaines parce que malheureusement, on n'a pas pu retirer la totalité de tous les animaux. Il fallait juste sauvegarder quelques-uns. Alors, pour capturer l'oiseau, il fallait être très agile et aussi être très rapide aussi parce qu'on avait un temps à respecter. Et c'est après des années qu'on pourra voir qu'est-ce que le Wakashio a apporté de négatif pour nous dans la biodiversité de l'île aux aigrettes. 4000 plantes sont transférées à la pépinière de Maïbourg et dans la vallée de Ferney. Certaines espèces ont été envoyées en Angleterre. Si à ce jour, tout semble être revenu à la normale, la Mauritius Wildlife Foundation n'exclut pas des répercussions sur la faune et la flore qui pourraient être visibles sur le long terme. Big Daddy semble exprimer sa colère. Cette tortue n'avait pas été évacuée. Les guides craignent des effets à long terme sur elle, car la vapeur d'hydrocarbures était très forte sur place. Je présente Big Daddy, c'est le mâle dominant de l'île aux aigrettes. Il a environ 110 ans et il pèse dans les 200 kg. Des traces de la marée noire sont toujours visibles dans les mangroves et aux alentours des autres îles du sud-est du pays. Un retour à la normale dans cette région affectée pourrait prendre plusieurs années. Donc le temps peut continuer à faire ce travail. Mais cela dit, dans mon manglier, d'un côté dans mon mangrove, il y a encore un peu d'huile qui finit rester dans mon mangrove. Et même l'urbanzile qui finit faire un nettoyage, nous toujours trouve qu'il finit un passage en marée noire dans sa banzile. C'est que l'effet écologique se fait ressentir après des années. Nous, seulement 1 an depuis la marée noire du Wakashio, c'est encore plus de temps qui nous besoin pour qu'ils nous vraiment appréhendent impact écologique qui finit là, par exemple, les insectes, les invertébrés, l'écologie marine, mais aussi l'espèce qui trouve les îles et même sur la côte de Maurice. Nous pouvons continuer à participer avec d'autres institutions un monitoring tous les paramètres environnementaux, c'est-à-dire corail, lagon, qualité de l'eau. Et nous-mêmes, nous pouvons impact les oiseaux, les reptiles. Et nous pouvons continuer à faire ça sur plusieurs années pour qu'à terme, dans quelques années, nous soyons capables de vraiment comprendre quel a été l'impact du Wakashio sur les écosystèmes terrestres. Parce que nous, on se concentre sur le système terrestre. À Pointe-Desny, à côté de la cabane de la Mauritius Wildlife Foundation, se trouve un site qui a été au cœur des opérations de dépollution. C'est la base de guerre de Polyeco, une guerre inlassable contre le déversement d'eau fioul. Les barrières anti-pollution sont toujours là sous les bâches, les cumeuses aussi. Les hommes de Polyeco sont toujours sur place depuis 1 an. Cette société grecque, dont la branche mauricienne a obtenu une partie du contrat de nettoyage pour les plages et le lagon du sud-est souillé par la marée noire. Phase 1, that was the shoreline cleanup. This has been completed. For Polyeco, it was completed on the 31st of December, and it was verified by an independent review by CEDRE.
that the shoreline cleanup was complete and no additional cleanup measures were required. De la plage, les employés observent encore dans la détresse les restes de la bête immonde échouée il y a 1 an et qui a craché son venin dans la baie. Si aujourd'hui les traces de fioul sont invisibles, la baie a repris son manteau turquoise. La vigilance reste cependant de mise. Les travaux de démantèlement des restes du Wakashio ont été stoppés en raison du mauvais temps. Le Hongbang qui assure les travaux se retrouve au large de Tamarin depuis des semaines en attendant de reprendre les opérations. Les ONG, elles, ne se sont pas arrêtées. EcoSud accompagne les habitants. Elles montent des projets dans les régions touchées. Wakashio et la pandémie, double coup de massue pour les sudistes. Parce que 1 an après le naufrage, au niveau de l'environnement, nous ne toujours pas connaissons exactement quel impact ça naufrage a gagné. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune étude pour expliquer nous l'impact sur l'environnement. Les experts, les associations locales, le gouvernement, l'Université de Maurice. Et c'est que maintenant qu'on commence à implémenter ce IMEP. Donc au niveau de l'environnement, nous ne pas connaissons exactement, mais 1 an après, nous gagnons la lagune fermée pour le Covid pendant plusieurs mois aussi. Et on peut dire qu'1 an après, il y a un cumul de l'impact Covid et Wakashio qui fait que les habitants de la région souffrent et souffrent encore. EcoSud avait reçu 22 millions de roupies à travers le crowdfunding, venant de 12 200 donateurs issus de 121 pays. On est en train de mettre en place des actions fortes par rapport à tout ce qui est allevier de pauvreté. Et donc, c'est dans cette démarche-là qu'EcoSud est. On a mis en place une boutique solidaire avec Maïbour Espoir et Caritas, où là, on soutient 30 familles pendant 6 mois. Donc la boutique a démarré il y a 2 mois. On travaille autour de l'accompagnement de ces familles-là sur les 6 mois au niveau personnel, au niveau psychologique. On essaye d'outiller ces familles-là pour qu'ils puissent planter chez eux, pour qu'ils puissent augmenter leur capacité à produire leurs propres légumes. On a mis en place un Alternative Livelihood Programme avec différents acteurs comme FARE, la SME, MITD, la Ferme Coco, une association qui s'appelle Junior Achievement Mascareignes, pour permettre aux gens d'explorer d'autres revenus alternatifs, d'autres moyens d'existence alternatifs. Et on sent qu'il y a une réelle demande de la part des Mauriciens à pouvoir faire autre chose, à pouvoir développer d'autres capacités, à pouvoir se reconnecter avec la terre. Entre-temps, pêcheurs et opérateurs touristiques ont commencé à recevoir leurs chèques. Ils sont 368 à avoir touché leur compensation à ce jour. L'assureur a déjà déboursé 80 millions de roupies, payés aux pêcheurs, poissonniers et opérateurs de la région, sur des réclamations totalisant 44 millions de dollars. Le gouvernement a réclamé jusqu'ici près de 300 millions de roupies, une somme qui n'a pas encore été décaissée. Le PNI Club, l'assureur, a aussi encouru les frais de nettoyage de la région du Sud après la marée noire à hauteur de 500 millions de roupies. Le Japan PNI Club, c'est une des plus grosses boîtes dans ce domaine-là dans le monde. Donc, nous pouvons causer avec l'assureur qui a de grande réputation. Donc, tout travail est dans une façon de faire, il est dans ce processus, il est dans cette méthodologie qu'il met en place pour être capable de déterminer les claims. Les comités pour capable payer toute la compensation qui est besoin, mais encore une fois, il y a une méthode qui nous applique, il est besoin juste, il est besoin équitable, il est besoin faire. Donc, c'est ces 3 mots-là nous basés pour nous capables de déterminer la compensation. D'accord, ça même, comme on fin de dire, il y a 3 volets. On a un volet nettoyage de l'environnement qui presque in fine réglé. On a un volet paiement de compensation
plusieurs volets. Où dans les pêcheurs, des gens qui sont affectés au plus bas de l'échelle, où vous trouvez dans beaucoup de gens qui travaillent des claims qui moins de 40 000 roupies, qui la plupart là-dedans, l'assureur, malgré le fait qu'il ne peut pas vérifier tout, il paye. Donc, une façon humanitaire, sur une base humanitaire, l'assureur finit payer tout les gens qui finissent avec des claims qui en bas 40 000 roupies. Il finit payer. Donc maintenant, il y a les autres claims qui nous sont déterminés, les poids ou les temps, nous devons vérifier dans le bureau l'enregistrement. Tout ça là, c'est un travail de longue haleine que l'équipe peut faire. Et pour montrer où l'assureur est committed pour honorer ce l'engagement, il nous ouvert un bureau à Maurice. Il finit employer un Mauricien pour capable faire le travail administratif ensemble avec les autorités mauriciennes. Donc, il y a une collaboration qui peut faire avec le gouvernement mauricien. Nous avons une rencontre régulière avec les techniciens du gouvernement pour qu'ils nous capables de trouver une solution au plus vite à beaucoup de problèmes qui surtout les pêcheurs, les gens qui vivent avec la mer dans cette région-là, peuvent demander. Des volontaires qui ont été au four et au moulin, au risque de leur vie, se retrouvent aujourd'hui avec des séquelles, ayant été en contact durant des heures et des jours avec le fioul. Certains craignent des effets sur leur santé à long terme. Le Wakashio a fait des dégâts dans le lagon, mais également dans des familles. Dans la soirée du lundi 31 août, entre Roche-Noire et Poudre d'Or, un mois après le naufrage, le remorqueur Sir Gaëtan, qui revient au port avec la barge l'Ami Constant, utilisée au large de Pointe-Desny lors des opérations, est prise dans les houles. Elle chavire, 8 hommes à la mer. 4 finiront par être secourus, Philippe Montagne-Long, Tandor l'Aiguille, Elvis Alain Léonore et Yan Sung-Fong. 3 corps sont repêchés, Eman Siou, Sylvain Addison et Lindsay Plassant. Et leur chef, le capitaine Binic, lui, est resté introuvable. Moi, ça d'espérance, de Michel là, Paul là. Parce que Michel, c'est tout pour moi, mon père n'a personne ici. Mon sentiment, comédien, ça là, les mots de comédien. Soleil pour moi, moi, dans nous, c'était. Des dommages collatéraux, des familles meurtries, des vies bouleversées. Irfan Binic voulait être pilote. Après la disparition de son père, il a dû mettre en parenthèse ses études en Afrique du Sud et rentre au pays. Aujourd'hui vendeur en magasin, souvent il se rend à Poudre d'Or, le lieu du drame. Fait quand tu me dis normalement, tu retournes sur les côtes, tu as une preuve physique que voilà, la personne est morte, tu vois. Donc c'est un peu plus facile pour toi mentalement de gérer tout ça. Mais là, vu que tu n'as pas le corps, tu ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il est toujours là, peut-être qu'il n'est pas là. Parce que tu ne sais pas, dans ta tête, tu es toujours en train de calculer qu'est-ce qui va se passer, genre est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, parce que tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de preuve physiquement que voilà. Tu sais juste que le drame s'est passé, oui. C'est un manque de standard envers la MPA. Parce que comme on dit à toi, ça joue là, le temps parti bon. Et que moi, pas ici, le temps pas bon. Ok, déjà, là même, le capitaine du bateau a dit que le temps n'était pas bon. Maintenant, un bouc, lui, là-bas, il a dit non, tu dois prendre le bateau, tu dois sortir. Après, ils envoient un bateau qui était supposé au service depuis 2019, qui avait des problèmes de transmission, la coque derrière était déjà affaiblie et tout. Après, ils envoient un bateau comme ça là-bas. Un père m'a envoyé un email l'autre fois là. Apparemment, nous faisons une somme d'argent. Nous prend ou pas prend aussi. Mais je dis toi, là, si tu acceptes la somme d'argent là, tu peux entrer mettre une caisse contre nous. C'est pas comme si tu mettais une caisse contre n'importe qui là. Là, il y a combien de temps, il y a dit, on perd la vie là. Et nous, honnêtement, on attend de l'État qui, surtout un truc comme ça, il passe plus rapide que ça va faire l'affaire dans tout ça là. On est, bon, maintenant, c'est 21 ans. Mais moi, j'ai grandi, tu comprends, moi, j'ai mettre moi de aller mon là, man. Et bon, par contre, tout, moi, j'ai mettre une pause à mes études et tout. C'est pas un truc facile, tu vois, parce que moi, je suis perdant là dans tout ça, moi. Et maintenant, on se calcule ça, man, stress, l'examen, l'école, maintenant, stress ici. Vu que maman pas une brésilienne, il n'est pas trop comprend tout, tu comprends. Et bon, par contre, tout, une fois, mon PSG, honnêtement, une fois, tu sais, mon père une guidance. Au fait, mon papa, c'est le book qui te dire moi. Parce que c'est un book, il connaît qu'il cause, c'est un book macho. C'était lui le poteau, au fait. Moi, je peux juste y aller.
Le Wakashio, ses larmes, ses drames, le lagon de Pointe-Destiny a retrouvé son calme. Cette région est parsemée d'épaves. Après le Dalblair en 1902, ce 4-mâts britannique qui s'était échoué contre des récifs quasiment au même endroit, les restes du Wakashio hantent encore. Ces dernières semaines, de nombreux navires ont connu des difficultés dans cette région. Nous ne sommes pas à l'abri d'un autre drame à n'importe quel moment. Monsieur le Président de la République a décidé d'envoyer Monsieur Le Cornu, le ministre des Outre-mer, pour venir faire un point sur la situation. Et ça, c'est un message qui est fort. Et je sais que demain, si nous avons le même problème à La Réunion, nous aurons également une réponse forte de l'île Maurice. Nous avons un soutien toujours très important de l'AFD et de la France, justement, sur ces sujets d'observatoire, comment s'assurer que ça ne se reproduit plus. Il y a eu également une discussion dans le cadre du plan Polmar et à travers la COI, où justement les gardes-côtes, le Director of Shipping se sont parlé sur la mise en place d'une réponse, une mise à jour justement de ce plan de contingence régional, parce qu'encore une fois la réponse elle se doit régionale, elle ne peut pas être que de Maurice ou que de la Réunion, elle doit être avec tous les partenaires et tous les voisins. Concrètement, ça veut dire qu'on va organiser dans les prochains mois, je l'espère, un exercice conjoint, un exercice de simulation. Il est temps de reprendre ces exercices de concertation, mais surtout de formation commune entre nos deux territoires. On pourrait agir beaucoup plus rapidement maintenant parce que justement on a eu cette expérience. On saurait tout de suite qui appeler, comment travailler, comment s'organiser. On n'est jamais à l'abri d'un énorme navire qui tomberait en panne et qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Mais je sais que le gouvernement est beaucoup plus prêt, prêt à répondre que, du moins, voilà, que l'année dernière. En tout cas, on a eu cette expérience et maintenant tout le monde sait que faire et comment est-ce qu'on peut s'entraider et travailler ensemble. Et je suis capable de dire oui, c'était un gros défi qu'il nous a appelé pour faire face. Moi, il n'est surtout pas une pratique, ni une politique de l'Autriche, ni une pratique pour venir dire qui nous rise after the event. Je pense que nous sommes capables de tirer les leçons qui sont avec tout ce bon événement qui finit de passer là. Je pense aussi que nous sommes capables de rendre hommage aussi à tous ces bons officiers du ministère de l'Environnement, National Coast Guard, Special Mobile Force, tout bon volontaire qui fait un travail, membres du privé, qui fait mettre la main à la pâte, qui fait donner un coup de main formidable. Mais je pense que les leçons qui nous ont tirées aussi, ça a l'élan de solidarité, ça a l'élan de résilience que la population mauricienne fait démontrer. Je pense que c'est un des plus grands atouts que la société mauricienne capable de venir. Ce drame, un souvenir indélébile de l'histoire de la côte sud-est du pays. Les habitants n'oublieront jamais, l'ombre du Wakashio plane toujours et pour longtemps encore. De Maïbourg à Pointe-Destiny, les habitants devront faire avec, vivre avec leurs inquiétudes surtout. En dehors de la région, l'épisode semble être oublié. Mais c'est peut-être ça l'histoire, la vie continue.